Madame, Monsieur, bonsoir. Une actualité très chargée avec dans ce journal le changement de tonalité des sondages en vue de l'élection présidentielle. Édouard Balladur est en net recul. Martine Aubry, qui soutient Lionel Jospin, sera en direct avec nous de Grenoble où elle lance ce soir son mouvement Agir pour lutter contre l'exclusion. Le retrait des principales dispositions de la circulaire sur les IUT qui avait été vivement critiquée par les jeunes. Un nouveau texte va être écrit. Les incertitudes autour de la reprise demain du procès Botton. Un incident rarissime dans le ciel de Strasbourg. La roue du train d'atterrissage d'un avion s'est décrochée. Elle est tombée sur le toit d'une charcuterie, heureusement sans faire de victimes. Les préparatifs pour le défi français à San Diego. La Coupe de l'América reprend dans un peu plus de 24 heures. Et à la fin du journal, la sortie au cinéma demain de Quiz Show, le dernier film de l'Américain Robert Redford. Je vous propose de commencer ce journal par les images hallucinantes de Grozny, la capitale tchétchène, une ville dévastée, ravagée par la guerre. Depuis quelques jours, le conflit s'est déplacé et l'accalmie a permis à quelques habitants de Grozny de revenir dans la ville. Commentaire de notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Le centre-ville n'est plus que ruine. L'aviation et l'artillerie russe pour prendre Grozny l'ont réduite en cendres et rayée de la carte. Il leur a fallu pour y parvenir des jours et des semaines d'intenses bombardements. La ville ne s'est pas rendue, elle est morte sous les coups. Le temps s'est radouci et la neige en fondant découvre des dizaines de cadavres abandonnés. Les victimes des pilonnages aussi meurtriers qu'imprécis. Personne, jusqu'à présent, n'a pu les ramasser. Trop dangereux. Les Russes n'enterrent que ceux qui empestent aux abords de leur campement. Les autres peuvent attendre, à moins que d'ici là, les chiens ne les dévorent. Dans les faubourgs, les survivants glanent ici et là un peu de nourriture. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Et là encore, il faut s'inscrire, patienter, supplier. Mieux vaut être russe et blanche de peau que tchétchène et noire, comme on dit à Moscou. Il y a dans certains regards des siècles d'épouvante. Mais il reste parfois, malgré un si long calvaire, une véritable rage. Cette femme est russe, elle vit ici depuis des années. Vous prenez nos téléviseurs pour faire vos barricades. C'est ta mère qui t'a appris à faire ça? Si l'armée n'était pas venue jusqu'ici, les gens vivraient normalement. Vous auriez pu venir jusqu'à la frontière et y rester plutôt que de vous promener ici avec vos mitrailleuses. L'accueil n'est guère enthousiaste. Et ces jeunes soldats découvrent chaque jour à leurs dépens que Grozny est un piège, que la victoire finale est encore bien lointaine. On était 120 au début dans notre compagnie, on n'est plus que 60 maintenant. Le général nous a dit, tous ceux qui sont morts ou blessés auront droit à une médaille. Quelle médaille? Nos mères n'ont pas besoin de médaille, elles ont besoin de leurs enfants. Il n'existe aucune estimation fiable du nombre de morts en Tchétchénie. On parle de 25 000 en 2 mois de guerre. Côté russe, les chiffres sont évidemment revus à la baisse pour ménager l'opinion publique. Les pertes seraient selon toute vraisemblance de quelques 5 000 hommes, 5 fois plus que les chiffres officiels. Les cessez-le-feu se suivent et se ressemblent, ils ne trompent que les rares naïfs qui espèrent encore, après tant de sang versé, que l'heure soit enfin pour parler de paix. Il n'y aura pas de paix en Tchétchénie, avant bien longtemps. Oui, le cessez-le-feu signé hier ne semble pas respecter une nouvelle fois. Des tirs d'artillerie ont repris dans plusieurs endroits de la Tchétchénie aujourd'hui. À Zurich, en Suisse, le marché de la drogue jusqu'ici toléré a été, comme prévu, bouclé par la police la nuit dernière. Les spécialistes craignent que cette fermeture ne déplace le problème. Les toxicomanes venus de toute l'Europe se rassemblent par petits groupes dans d'autres quartiers de la ville. Pascal Doucet-Bon et Jacques Garniche sont sur place. Toute trace de ce qu'a été le Letton doit disparaître, et vite, même s'il faut enlever ou recouvrir des tonnes de déchets. Zurich souhaite maintenant oublier ces images, celles du supermarché de la drogue, apprécié par les toxicomanes pour la régularité de son approvisionnement et ses prix, défiant toute concurrence. À 10 h la nuit dernière, ils étaient encore une centaine d'irréductibles venus pour la dernière fois faire commerce et consommer sous le pont, à côté de la gare désaffectée. Ils n'ont pas attendu la police, celle-ci n'a eu que des journalistes à expulser au petit matin. Zurich a réussi la fermeture définitive du Letton, il faut maintenant gérer le changement. Ici d'habitude, il y a la queue derrière le bus d'échange des seringues. Aujourd'hui, une dizaine de personnes est venue, les autres ont peur. Les gens, les drogués, ils ont peur de venir ici à cause de la police. Ils sont très incertains de ce qui leur arrive s'ils viendraient changer les seringues ici.
C'est à cause de la fermeture du Letten? Oui, justement, oui. Benny est un habitué du bus, il allait aussi souvent au Letten. Il a connu les débuts de l'expérience libérale il y a 3 ans et ne se fait aucune illusion sur l'efficacité de la répression. Avec cette répression, ils vont arriver à nul. Parce que ils coupent les arbres par en haut et ils vont repousser automatiquement. Et effectivement, les branches repoussent. Déjà d'autres marchés de la drogue se créent dans Zurich, à quelques centaines de mètres du précédent. En France, à Strasbourg, un incroyable et rarissime accident. La roue du train d'atterrissage d'un avion s'est décrochée juste avant l'atterrissage, en plein milieu de la matinée. L'appareil survolait la ville. La roue est tombée sur une charcuterie industrielle et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Christine Boss et Sylvain Gauthier. Incroyable mais vrai, la toiture et les poutres métalliques de cette usine ont été détruites par la chute intempestive de cette roue de Boeing 757 d'un diamètre d'1,20 m et d'un poids de 200 kg. Seule victime, quelques pizzas et autres plats cuisinés entreposés dans un hall de stockage de ce traiteur industriel. Mais à quelques mètres près, on a frôlé la catastrophe. Un véritable miracle, parce qu'à 4 mètres près, il y avait 30 personnes qui étaient sous la toiture. Vous avez pu remarquer la taille des poutres pour une roue qui fait à peine 1,20 m de diamètre et 200 kg de poids. L'avion était, paraît-il, à 500 mètres d'altitude. Une catastrophe donc évitée de justesse, car dans un rayon de 100 mètres autour de l'usine se trouve une école et une maison de retraite. C'est au cours des manœuvres d'approche vers l'aéroport de Strasbourg que le Boeing 757 de la compagnie danoise Diamond International Airways a perdu une roue de son train d'atterrissage. À son bord, 2 personnes seulement, dont le député européen Jimmy Goldsmith qui nous a déclaré avoir loué cet avion et ne s'être aperçu de rien. L'atterrissage s'est en effet très bien passé. L'appareil a été malgré tout placé en zone réservée à l'aéroport pour les besoins de l'enquête confiée à la gendarmerie des transports aériens et à la DGAC. L'actualité politique maintenant avec, je vous le disais dans les titres, un changement de tonalité dans les sondages concernant l'élection présidentielle. Ils sont au nombre de 3, ils paraîtront demain. Édouard Balladur serait élu dans tous les cas, mais il recule nettement dans l'enquête BVA pour France 2, réalisée la semaine dernière au moment des manifestations d'étudiants. Jean-Michel Mercurol. Édouard Balladur en baisse de 4 points, Jacques Chirac en baisse de 2,5 points, c'est Lionel Jospin qui en tire bénéfice avec une hausse de 5 points qui le place dans ce sondage devant Jacques Chirac au premier tour. Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen feraient jeu égal avec 10 points, Robert Rue se placerait devant Raymond Barre avec 6 points contre 5,5 points. En cas de duel Jospin-Balladur au second tour, l'écart entre les deux hommes se resserre, 7 points au détriment du Premier ministre et autant à l'avantage de Lionel Jospin. Baisse aussi d'Édouard Balladur de 4 points face à Jacques Chirac, mais Lionel Jospin serait battu au second tour par Édouard Balladur comme par Jacques Chirac. Cette baisse d'intention de vote d'Édouard Balladur, elle s'explique d'abord par une détérioration de la popularité du Premier ministre. Les événements de la semaine dernière, les IUT, l'affaire Maréchal-Alphen est probablement à l'origine de cette détérioration. Second phénomène, on est vraiment rentré dans une phase active de la campagne électorale, dans une phase de controverse, avec l'arrivée sur la scène du candidat socialiste Lionel Jospin. Et puis enfin, troisième phénomène, c'est l'incertitude du choix des électeurs. Qui dit incertitude, dit évolution brutale des intentions de vote, c'est probablement l'une des caractéristiques des semaines à venir. Il n'y a plus aujourd'hui qu'une minorité de sondés qui croient certaine une victoire d'Édouard Balladur. Ils étaient une majorité à le croire il y a un mois. Parallèlement, les indécis deviennent encore plus nombreux, puisque 54% des sondés, 4% de plus, disent qu'ils peuvent encore changer leur intention de vote. Oui, dans le sondage de l'IFOP pour l'hebdomadaire L'Express, Lionel Jospin arriverait même en tête au premier tour avec 23% des voix, devant Édouard Balladur 22%, et ce dans l'hypothèse d'une candidature de Raymond Barre. L'entourage d'Édouard Balladur accuse les Chiraciens de jouer contre leur camp en concentrant leurs attaques sur le Premier ministre, qui était en déplacement dans la Drôme aujourd'hui et qui a demandé précisément à chacun d'éviter des querelles inutiles. Sur place, Chantal Kimerlin et Gérard Derlet. Un voyage officiel a beau être réglé comme du papier à musique, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance technique.
À Montélimar, la porte du TGV restait bloquée et le Premier ministre mit bien quelques minutes à apparaître. Mais le temps perdu se rattrapa vite au pas de course sur les nouvelles allées piétonnes de la Nationale 7, aménagées et fort ensoleillées. Et devant quelques 600 élus et responsables de la Drôme, Édouard Balladur lança un message aux autres candidats. Les discordes ne sont jamais heureuses, mais enfin on peut s'en accommoder dans les périodes faciles. Dans les périodes difficiles, c'est la concorde qui doit l'emporter. Puis dans l'Ardèche et le Vaucluse, le Premier ministre partit en campagne sur le thème de la jeunesse. Qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez fait pour créer des emplois réels pour les jeunes? Je vais vous dire quelque chose d'abord. Les contrats d'emploi solidarité, c'est une chose très utile. Des dialogues improvisés dans un voyage officiel qui l'était moins, un Premier ministre décoré d'un pince jeune, une partie de campagne présidentielle qui a démarré aujourd'hui sur les chapeaux de roue. Dans le dispositif de campagne du candidat Balladur, Charles Pasqua apparaît depuis le début comme l'une des cartes maîtresses, mais la polémique autour de l'affaire Maréchal Schuller fait dire à mi-voix à certains balladuriens que le ministre de l'Intérieur ne serait pas un soutien aussi profitable que prévu. Véronique Saint-Olive. Il n'y a pas encore si longtemps, on s'arrachait Charles Pasqua. Jacques Chirac, au-delà d'une vieille amitié, évoquait un passé gaulliste commun. Édouard Balladur, au-delà d'une récente collaboration, soulignait la complémentarité de leur tandem. Charles Pasqua, lui, n'excluait pas de se présenter lui-même. Alors il se laissait courtiser, regardait monter les enchères pour apparaître comme un faiseur de roi. En janvier, au nom de l'efficacité, Charles Pasqua rallie Édouard Balladur. Mais ce choix ne fait pas bouger les fédérations RPR. Charles Pasqua, si longtemps idole des militants, cette fois n'entraîne pas comme il l'espérait. Et puis voilà l'affaire Schuller-Maréchal, les rumeurs sur le rôle du ministre de l'Intérieur et sa riposte cinglante en direction des juges et du ministre de la Justice. Et que dire aussi du comportement de certains juges qui ont oublié l'essentiel, à savoir qu'ils ne sont pas là pour juger en fonction de leurs sentiments, mais pour appliquer la loi. Voilà. L'occasion est trop belle. Socialistes, villiéristes et chiraciens rivalisent pour réactualiser le Pasqua croque-mitaine. Pour la justice et pour la police, il n'est pas bon, en quelque sorte, que leurs deux ministres de tutelle aient l'air de se disputer publiquement. Donc je crois que c'est au chef du gouvernement de faire une mise au point. Aujourd'hui, Édouard Balladur est donc confronté à une alternative délicate. Il peut soutenir Charles Pasqua, dont on parlait déjà comme futur Premier ministre, mais c'est le risque pour lui de brouiller son image de candidat rassurant. Il peut aussi prendre ses distances avec le ministre de l'Intérieur, mais c'est alors l'inconvénient de transformer un atout-maître en mistigris, dès lors incontrôlable. Précisément dans l'affaire Maréchal Schuller, le parquet de Paris s'est pourvu en cassation aujourd'hui contre l'annulation des écoutes téléphoniques décidées par la Cour d'appel de Paris. L'objectif du parquet serait de clarifier la situation pour savoir si oui ou non un officier de police judiciaire a le droit d'enregistrer une conversation pour démasquer son auteur. L'enquête sur l'office HLM des Hauts-de-Seine continue, elle, on va de révélation en révélation, et les enquêteurs seraient en passe de mettre à jour un système de commissions occultes pour financer le RPR dans le département. Thierry Curté. Didier Schuller, désormais au centre des investigations des policiers. L'enquête sur l'office HLM des Hauts-de-Seine, dont il a été directeur général, semble mettre à jour un véritable système de commissions occultes sur les marchés passés par l'office. Il y a 10 jours, les policiers surprenaient Jean-Paul Schimpf, un proche de Didier Schuller, au moment où il se faisait remettre une enveloppe par Françoise Montfort, PDG d'une société d'assainissement. Dans l'enveloppe, 46 000 francs. En perquisitionnant au domicile de Jean-Paul Schimpf, les policiers découvrent des carnets sur lesquels ils notent ces versements occultes. Selon notre confrère Le Monde, le nom de Didier Schuller y apparaît. La société d'assainissement, elle, ne semble pas connaître la crise. Son chiffre d'affaires a quasiment doublé depuis 1990. Son PDG reconnaît au cours de sa garde à vue avoir versé régulièrement des commissions pour obtenir le marché des Hauts-de-Seine. Les enquêteurs devront maintenant immanquablement entendre Patrick Balkany, le maire RPR de Levallois, mais surtout le président de l'office HLM. Autre question embarrassante pour le gouvernement ces derniers jours, la circulaire sur l'enseignement technologique. Des étudiants ont bloqué la circulation sur le pont de Normandie en début de journée. Manifestation un peu partout en France, à Grenoble, Dijon, Rennes et Montpellier. Et c'est finalement en fin de journée, après une série de consultations
avec les organisations étudiantes que François Fillon, le ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé le retrait des mesures qui avaient provoqué la colère des jeunes un peu partout en France. Le texte va être réécrit. Agnès Molinier et Pascal Pueyo. François Fillon, le ministre de l'Enseignement supérieur, a passé sa journée en entretien. Il a rencontré tout le monde, professeurs, directeurs d'IUT, mais surtout les élèves. Ceux qui, ces derniers jours, réclamaient dans la rue l'abrogation d'un arrêté qui, selon eux, limitait leurs chances de poursuivre les études à la sortie des IUT. Cet arrêté sera réécrit. Il y a donc un nouvel arrêté et une nouvelle circulaire qui vont être promulguées, remplaçant les dernières dispositions et garantissant explicitement le droit à la poursuite d'études pour tout titulaire d'un DUT. Il y a encore des choses qui doivent changer, mais le gros de nos revendications a été obtenu et nous serons en principe associés à toutes les nouvelles négociations. Autre point de discorde, le rapport Laurent sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il prône, entre autres, l'augmentation des droits d'inscription et propose une réforme du financement des universités. Le ministre a réaffirmé que son application n'est pas à l'ordre du jour. J'ai indiqué clairement aux organisations étudiantes, mais je l'avais déjà fait devant vous, qu'aucune réforme de l'enseignement supérieur ne serait conduite avant les élections présidentielles. Cela semble aller de soi, mais je l'ai répété pour que les choses soient tout à fait claires. Qu'en sera-t-il après l'élection présidentielle? Certains étudiants posent la question ce soir. Leur mobilisation a continué aujourd'hui et ils doivent se déterminer demain pour savoir s'ils manifesteront comme prévu jeudi. Et c'est pour lutter contre l'exclusion, favoriser l'emploi que Martine Aubry lance aujourd'hui son mouvement Agir. À ses côtés, une centaine de signataires de sensibilité socialiste ou communiste. Martine Aubry que nous retrouvons en direct de Grenoble, ville choisie pour la soirée de lancement de votre mouvement. Bonsoir Martine Aubry. Bonsoir. Au moment où la gauche socialiste appelle au rassemblement derrière Lionel Jospin, vous ne craignez pas de faire en quelque sorte diversion ? Oh non, au contraire, je pense que le Parti socialiste, comme d'ailleurs les autres partis de gauche, ont bien compris qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire bouger la société uniquement en leur sein, uniquement par le haut, et que nous avions besoin de nous réunir avec tous ceux qui ne se résignent pas à une société de plus en plus dure, qui fragilise ceux qui sont dans les difficultés, qui dissipe et qui divise les Français, et qui surtout doute de l'avenir. Donc je crois que tout ce qui permettra de faire rencontrer tous ceux qui agissent, les élus, les membres d'associations, les citoyens, qui veulent une société plus douce, plus solidaire, va dans le bon sens, car cela entraîne une mobilisation de ceux qui partagent finalement les valeurs de la gauche, c'est-à-dire des valeurs de solidarité et d'équité. Votre mouvement Agir n'est pas un parti socialiste bis? Non, ce n'est surtout pas un parti socialiste bis, ce n'est pas un parti du tout d'ailleurs, c'est tout simplement un lieu de rencontre, de débat et de proposition entre ceux qui ne se résignent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fatalité de la crise et à l'immobilisme, et qui ont envie de faire bouger la société, de mettre la société en mouvement, car nous pensons que c'est ainsi, et non pas comme le dit M. Balladur, en faisant tout d'en haut, que nous ferons bouger la société et que nous arriverons à répondre à la grave crise morale et sociale dont elle fait l'objet aujourd'hui. Précisément, on vient de voir dans les sondages que les sondages évoluent, même si Édouard Balladur reste élu dans tous les cas. À quoi est-ce que vous attribuez cette évolution? Aux attaques des Chiraciens? Non, moi je crois tout simplement que l'illusion Balladur est en train de se dissiper. Les Français voient bien qu'aucun de leurs problèmes n'est véritablement résolu, ni le chômage, ni l'avenir de la protection sociale, ni la sécurité, qu'aucun des problèmes centraux n'est abordé, la drogue, le sida, l'environnement, et puis surtout que M. Balladur ne propose rien pour l'avenir. Ce qu'il nous a dit hier, ce sont des mots, et les Français aujourd'hui, je crois, se rendent compte que M. Balladur ne dit pas ce qu'il fait, et surtout ne fait pas ce qu'il dit. Moi, je voudrais juste dire une chose. Il s'est présenté hier comme un homme d'équité. Comment peut-il faire cela alors qu'il a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, alors qu'il a proposé aux jeunes un SMIC jeune, le CIP, qu'il vient d'essayer d'interdire aux jeunes qui sortent d'IUT de continuer leurs études à l'université et qu'il n'a que servi sa clientèle par des mesures fiscales. Eh bien, je crois que tout ça, les Français commencent à s'en rendre compte. L'illusion est en train de tomber. Et puis, je crois qu'à côté, l'espoir renaît notamment avec la candidature de Lionel Jospin. Je crois que c'est tout ceci qui explique la baisse aujourd'hui de M. Balladur dans les sondages. Et quand Édouard Balladur s'engage à réduire le nombre de chômeurs de 200 000 par an pendant 5 ans, est-ce que c'est un engagement que vous prendriez?
Écoutez, je pense d'abord que c'est une illusion de dire cela sans dire comment on va s'y prendre. Or, M. Balladur ne nous propose que des recettes classiques. Redonner encore des primes aux chefs d'entreprise, primes d'ailleurs qu'il avait supprimées en arrivant. Il n'ouvre aucune piste nouvelle, ni la réduction de la durée du travail, ni les nouveaux emplois de service. Et puis surtout, je crois, il oublie, peut-être parce qu'il ne les connaît pas, les plus fragiles, ceux qui sont loin de l'emploi aujourd'hui et qui ont besoin d'être soutenus. Et je voudrais rappeler que pendant que M. Balladur a été Premier ministre, le chômage de longue durée a explosé dans notre pays, alors que nous avions réussi à le contenir dans les années précédentes parce qu'il a abandonné les plus fragiles et que cette société est encore plus dure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Mais sur ce thème de la réduction du temps de travail précisément, Lionel Jospin, qui doit présenter son programme de campagne dans 2 jours, disait dimanche soir qu'il proposait lui une réduction du temps de travail sans diminution de salaire, et vous avez toujours prétendu, vous, que ça n'était pas possible. Écoutez, moi je pense effectivement qu'on ne peut pas, c'est pas ce qu'a dit le Lionel Jospin d'abord, et puis je pense qu'on ne peut pas effectivement travailler 35 heures, payer 39 et créer des emplois. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas continuer à demander des sacrifices uniquement aux salariés. C'est eux qui ont accepté la rigueur salariale depuis maintenant 10 ans, et ils ont bien fait, car nous avons retrouvé la compétitivité des entreprises. C'est eux qui ont accepté la restructuration des entreprises et les licenciements. Pendant ce temps-là, les revenus du capital continuaient à croître. Donc je crois qu'on ne peut pas demander des sacrifices aux salariés, à un moment d'ailleurs où on a besoin de conforter la croissance, s'il n'y a pas une politique équitable et juste en matière fiscale qui ponctionne de la même manière les revenus du capital et les revenus du travail. C'est la raison pour laquelle je pense que sans une réforme fiscale importante, et je pense que Lionel Jospin en parlera, nous ne pourrons pas rentrer dans ce débat de la réduction de la durée du travail correctement. Martine Aubry, qui doit être l'adversaire principal de Lionel Jospin en ce début de campagne? Est-ce que finalement ce n'est pas Jacques Chirac dans la perspective du 2e tour? Écoutez, moi je crois que tous les candidats qui aujourd'hui ne sont pas capables de redonner de l'espoir aux Français, qui ne sont pas capables d'apporter des réponses fortes aux problèmes qui sont les leurs, c'est-à-dire l'emploi, la protection sociale, la sécurité, l'avenir de leurs enfants, doivent être les candidats contre lesquels M. Jospin doit évidemment combattre. En premier lieu, M. Balladur, puisqu'il est aux commandes et qu'il nous a déjà montré son impuissance et son incapacité. Et puis, si d'autres candidats, comme par exemple Jacques Chirac, découvrent aujourd'hui les problèmes des Français, tant mieux. Tant mieux, mais on peut se demander pourquoi il a alors soutenu M. Balladur, l'ensemble des textes qu'il a votés, et notamment ce budget 1995 qui a arrêté tous les programmes pour les chômages chez l'hommeur de longue durée et qui a aussi réduit tous les programmes de logements sociaux. Quel rôle vous entendez jouer dans cette campagne auprès de Lionel Jospin? Bien, écoutez, je crois que c'est à lui de le dire. Il va annoncer ses équipes dans quelque temps. En tout cas, je serai très fortement derrière lui, bien évidemment, comme tous ceux, je crois, qui ont envie d'une société plus juste et plus solidaire. Merci beaucoup, Martine Aubry, d'avoir été notre invitée en direct de Grenoble. À Lyon, c'est demain en milieu de journée que l'on saura si le procès Botton continue. Le lièvre levé hier par les avocats de Michel Noir a jeté le trouble dans la procédure. Une initiative habile qui complique la tâche des juges. Sur place, Dominique Verdeillan. Les juges ont depuis hier soir un dilemme à trancher. Qui est le Michel Noir qu'ils ont à juger? L'actuel maire de Lyon ou l'ancien ministre du Commerce extérieur? Dans le deuxième cas, les magistrats ne sont plus compétents. La procédure correctionnelle ne permettait pas aux avocats de Michel Noir de soulever plus tôt cet incident. Hier, ils ont donc dénoncé ce qu'ils considèrent comme un oubli délibéré. Est-ce qu'il n'y a pas là une part de vérité de cette accusation qui n'était pas dite jusqu'à présent? Celui qui était attaqué, ce n'était pas Michel Noir, c'était le maire de Lyon. D'où cet oubli de cette qualité de ministre. D'où cette violation du texte le plus important qu'est finalement la Constitution. Dans une autre salle, les magistrats ont délibéré. Plusieurs solutions se présentent à eux. Rejeter la requête, disjoindre une partie du dossier Noir ou annuler l'ordonnance de renvoi du juge Courroy, ce qui pour les avocats de Pierre Botton ne change rien. Si le procès est retardé à la suite de l'incident de procédure, je le regrette et Pierre Botton le regrette. Mais de toute façon, Michel Noir et Pierre Botton seront jugés ensemble, peut-être pas pour tous les faits, mais en tout cas pour l'essentiel d'entre eux, devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le jugement qui sera rendu demain après-midi réserve bien d'autres surprises. Ce jugement est susceptible d'un appel, un appel suspensif qui provoquerait un deuxième ajournement, et ce pour plusieurs mois, autrement dit, bien après les élections municipales. Et puis dans l'affaire Carignon, c'est vendredi que la Cour d'appel de Lyon rendra sa décision sur la demande de mise en liberté du maire de Grenoble, une remise en liberté à laquelle le parquet s'est déclaré favorable.
Le quotidien Libération en proie à de grosses difficultés. La nouvelle formule du journal ne satisfait pas suffisamment de nouveaux lecteurs. Un plan drastique d'économie est envisagé. Une nouvelle épreuve pour le quotidien de Serge July, Marie-Pierre Samitier et Bernard Connor. C'est un échec. Le nouveau Libé, lancé le 26 septembre, perd 12 millions de francs par mois. Son patron Serge July a annoncé ce matin un plan de rigueur. En clair, une centaine de licenciements, de quoi réduire Serge July au silence. On voudrait voir M. July, c'est pas possible? Vous l'appelez, madame, par téléphone, vous demandez qu'on vous le fasse. Côté journaliste, on refuse pour l'instant de faire des commentaires. Oui, je ne vais pas vous parler. Vous voulez pas répondre? Mais pourquoi? On peut pas vous questionner. Non, pardon. On peut pas se parler là. Et même la CFDT, nous dit-on, ne dira rien avant jeudi, jour où le plan social sera proposé. Ça crée un climat de peur. Donc vous allez sûrement avoir des problèmes pour interviewer tout le monde. Parce que tout le monde a peur pour son emploi, je pense. Il faut nécessairement que ça sauve le journal. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut réduire la pagination, organiser des départs, qui étaient venus en surnombre pour Libération 3. Et puis, très probablement augmenter le prix de vente. 500 personnes pour Libération, c'était beaucoup? Oui, c'est trop, oui. 2 autres mesures sont envisagées. Le prix du journal va augmenter, 7 francs au lieu de 6, et la pagination sera allégée. J'ai des clients qui ne l'achètent plus depuis la nouvelle formule. Pourquoi? Parce que la nouvelle formule ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est trop mélangé, que ça leur plaît pas. C'est trop mélangé? Oui, il est trop grand, enfin, il y a trop à lire, qu'ils n'ont pas le temps de tout lire et que c'est mélangé par rapport à l'ancienne formule. Ce que j'ai vu de Libération au fil des années a changé, s'est modifié. Perdu son âme, je ne sais pas si on peut l'exprimer dans ces termes-là, mais qu'il a changé, oui, sûrement, oui. Souvenez-vous, il devait être le journal citoyen global de l'an 2000, avec seulement 160 000 exemplaires tirés chaque jour. Libé se fond dans le magma d'une presse qui court après ses lecteurs et sa combativité. Quant à la nouvelle formule du quotidien de Paris qui devait paraître aujourd'hui, elle a été bloquée par le syndicat du livre CGT. Les ouvriers du livre CGT protestaient contre le fait que le journal n'ait pas été imprimé dans les ateliers de la presse parisienne. Brigitte Bardot s'est rendue en Angleterre aujourd'hui pour assister aux obsèques de la militante des droits des animaux, morte au début du mois. Un camion l'avait renversée au cours d'une manifestation contre l'exportation de bétail vivant. La Chine enregistre un nouveau record de population, 1,2 milliard d'habitants. Le cap a été dépassé aujourd'hui. Les dirigeants chinois qui continuent leur croisade contre la multiplication des naissances, le taux de natalité a été divisé par 2 en 25 ans, avec un slogan clair, un couple, un seul enfant. Amoureux de tous les pays, unissez-vous, nous fêtons aujourd'hui la Saint-Valentin. Chez nos voisins italiens, maîtres du romantisme, la plus belle lettre d'amour est choisie chaque année à Vérone. Reportage de notre correspondant Alain de Chalvron. En inventant Juliette et Roméo, au XVIe siècle, Shakespeare avait vu juste. Le mythe de l'amour fou, de l'amour impossible, de la passion qui soulève les montagnes, tient toujours plus que jamais. 100 000 personnes, bon an mal an, viennent chaque année à Vérone du monde entier pour voir la maison de Juliette, caresser son sein de bronze et méditer comme Roméo sous son balcon. Ça représente l'amour par-dessus tout. L'amour, bien que ce soit lointain, Roméo et Juliette, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose, toujours aussi beau. Toujours, on continue à lire Roméo et À ce niveau-là, Juliette, Shakespeare, il s'est pas trompé, quoi. C'est immortel. Quand on n'a pas la chance de pouvoir venir à Vérone et qu'on a un vrai problème de cœur, eh bien, on écrit à Juliette. Des milliers de lettres arrivent ainsi chaque année adressées tout simplement à Juliette Capulet, Vérone. On écrit de partout et on écrit à tout âge. Tous les âges sont représentés, je pense, et toutes les situations sociales, toutes les situations émotives même. Écrire à Juliette. Plutôt à Roméo, parce que comme on est des filles, tu crois pas? En dépit de cette incompréhension bien cartésienne, c'est un Français qui a gagné cette année le prix de la plus belle lettre à Juliette. Un Français de 72 ans, Armand Colomb, Roméo de toute une vie.
Et puis parler de la lutte contre le sida, c'est aussi parler d'amour. Un nouveau spot de prévention contre le sida est diffusé depuis ce matin sur toutes les chaînes de télévision. Regardez. C'est facile pour toi. T'as un boulot, t'as un appart, t'as une femme, t'as prévu des voyages, t'as des projets. Moi j'ai quoi? Bah toi, t'es mon petit frère, et puis t'as 20 ans. C'est ça, j'ai 20 ans, j'ai planté mon bac et Valérie s'est barrée. C'est pas grave, ça, t'as toute la vie. Je préférerais la tienne. Ouais, tu la prends ma vie, je te la donne. Mon appart, ma voiture. Et puis tu es séropositif, comme moi. T'as dit quoi là? Les personnes séropositives ont une vie, des amis, des amours, des projets, comme vous et moi. Dans un tout autre genre, une autre nouveauté, regardez, ne soyez pas effrayés si, au détour d'une route de campagne, vous découvrez ceci. Il s'agit de la nouvelle tenue fluorescente de la gendarmerie nationale, pour mieux voir, mais aussi pour mieux être vu. L'actualité sportive maintenant et une bonne nouvelle pour le boxeur américain Mike Tyson. La justice américaine vient d'annoncer sa libération le 25 mars prochain. Il avait été condamné à 6 ans de prison en 1992 pour une tentative de viol. Sa peine a été réduite pour bonne conduite. Et puis à San Diego, la reprise des régates dans la Coupe de l'América. Le défi français devra patienter 24 heures de plus. La météo en Californie est épouvantable. 24 heures mises à profit pour affiner les derniers réglages qui pourraient être décisifs puisque chaque victoire rapportera désormais 4 points. Sur place, nos envoyés spéciaux Yann Lavoie et Frédéric Basile. 6 jours sans compétition, mais pas de vacances pour les marins du défi français qui ont eu de quoi occuper leur journée. Après un peu de repos tout de même, ils se sont vite remis au travail afin de répéter les procédures de départ ou bien encore d'accélérer les manœuvres d'envoi des voiles. Tenue plus secrète en revanche, les modifications techniques apportées au bateau. On a travaillé sur 2 choses principales. C'est la performance du bateau, notamment au près, avec des essais sur les appendices, sur les quilles, et puis les performances pures des voiles, parce que le voile, ça reste le moteur du bateau, et on est doté ici à San Diego d'une structure voilerie très forte, très puissante, qui nous permet de modifier une voile dans la nuit et même de fabriquer de nouvelles voiles. L'ordre des régates de ce 3e tour a été effectué par tirage au sort, moment important et solennel où tous les skippers sont réunis autour d'une table. Clin d'œil, en l'absence du néo-zélandais Dixon, c'est le fiston de Marc Pajot qui avait pris sa place. Un tirage plutôt favorable aux Français puisque leur dernier adversaire lundi prochain sera Nippon Challenge. On finit par un concurrent presque un peu décisif puisque la différence peut se faire avec les Japonais, mais d'un autre côté, bon, chaque match sera et demeure important. Les premiers adversaires des Français devaient être les Australiens de Sydney 95, mais le bateau français va rester sur berre car les conditions météo épouvantables qui règnent sur San Diego depuis 2 jours ont forcé les organisateurs à repousser cette régate à demain. Les victoires de la musique ont consacré hier soir la victoire du rap. Meilleur interprète MC Solar, meilleur groupe IAM, dont les artistes ont rendu hommage aux dizaines de groupes qui, dans l'anonymat, se revendiquent du rap. Rencontre dans la banlieue parisienne à Bagnolet, Éric Perrin et Denis Pardano. C'est le fait marquant de cette cérémonie. Les baskets et le survêtement ont fait irruption au milieu des smokings et des nœuds papillons. Le phénomène rap est donc reconnu par ceux qu'on appelle ironiquement les professionnels de la profession. Mais que ce soit MC Solar ou IAM, tous ont voulu partager les honneurs avec les autres groupes de rap moins connus. On a commencé il y a très longtemps, on n'aurait jamais pensé être là un jour. Et voilà, on espère que les radios et télévisions changeront pour que la musique française ne soit pas un club privé ou un clubhouse. Question donc, IAM et MC Solar sont-ils des exceptions ou ouvrent-ils la voie à tous ces autres groupes? Réponse, les rappeurs se donnent les moyens d'arriver. MC Solar et son compère Jimmy J ont créé leur propre label, permettant à 2 groupes, Démocrate D et les Sages Poètes de la Rue, de sortir un album. Travail soigné, clip travaillé. Cliché, certains voient à travers le succès aux victoires la reconnaissance d'un bout de la banlieue. Faut pas dire un bout de la banlieue, faut dire une partie de la société qui est rentrée dans leur business, si on veut. Voilà, on peut parler comme ça aussi, tu vois. Ça vous fait plaisir? Eh ben, ça nous fait plaisir parce que, comme je disais tout à l'heure, maintenant les gens se rendent compte que le rap, il s'installe comme le rock en fait. C'est la même chose que le rock il y a 10 ans, en 80, sauf qu'en 90, c'est le rap. Les nuits de pleine lune, j'ai envie de sang, de tricks passionnants. Plein de trucs violents, j'aime ce qui est démentel. Léviathan, le vice et Satan. Je suis impudent, je tue impunément et je n'ai vraiment aucun pas de sentiment. Je ne dis pas, je suis un assassin.
Texte provocateur à lire au second degré, Démocrate dit, 7 jeunes de Montfermeil revendiquent leurs racines, parlent de leur quotidien. Car sachez-le, aucun de ces groupes n'est prêt à édulcorer son message pour réussir. Rester comme on est. Nous, en tout cas, nous, les sages poètes, on débarque comme ça, quoi. Tu vois, si deux fois on a des sons qui sont tranquilles, c'est parce que dans notre tête, ce jour-là, on est cool. Et si le jour lendemain, on est hardcore, c'est parce qu'on est vénère sur le coup, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. J'induis la justice en erreur et les keufs montent dans leur collimateur. Qu'on se le dise, le rap n'oubliera pas d'où il vient, la rue. Victoire ou pas, il continuera à dire ce qu'il a à dire. Mon regard inspire la fureur, l'image de la frayeur. Autre cérémonie, mais à venir celle-là, ce sera le 27 mars à Los Angeles, les Oscars du cinéma. 13 nominations pour Forrest Gump, 7 nominations pour Pulp Fiction. Et dans la compétition pour le meilleur film, Quiz Show, le dernier film de Robert Redford, qui sortira demain sur les écrans français. L'histoire vraie d'un jeu télévisé aux États-Unis. C'était dans les années 50 et déjà on ne parlait que d'audience. Regardez Pascal Deschamps. En 1957, le jeu 21 captive l'Amérique. Les téléspectateurs y tremblent chaque semaine pour Herbert Stempel, un petit homme ordinaire comme eux, auquel son érudition rapporte une fortune. Et puis, le petit homme est battu par un jeune universitaire qui devient la coqueluche du public. Mais le candidat évincé accuse, le jeu est truqué, on m'a forcé à perdre. Une commission enquête et le scandale éclate. C'est cette histoire que Robert Redford a voulu raconter en démontant minutieusement les mécanismes. Le petit homme ordinaire ne faisait plus recette. Pour enflammer l'audience, le sponsor voulait du neuf. Il a peur pour son chiffre d'affaires. Il dit que ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous connaissez les annonceurs? Ils doivent vouloir que le type ait un peu plus de classe. Dites-lui de ma part que ce Stempel a un énorme mérite, c'est celui d'être comme tout le monde, le rêve américain. Toi aussi tu peux être riche. Si tu fais de l'audience. Très drôle. Ce qui s'est passé il y a 35 ans se manifeste encore aujourd'hui de manière criante dans la télévision américaine et dans nos vies en général. Parce que la clé de toute cette histoire, ce qui est à l'origine de cet événement, c'est la clé de tout ce qu'on voit sur les écrans aujourd'hui, c'est la recherche du profit. Notre dernière question portera sur le cinéma. On vous demandera qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 1955. Vous hésiterez et vous répondrez sur lesquels. Oh non. Non, 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 ne me faites pas ça, non, pas Marty. Je l'ai vu au moins 3 fois. C'est le meilleur film que j'ai vu depuis 2 ans et c'est là-dessus que je perdrai. Justement, quelqu'un de votre érudition qui perd sur une question aussi simple qu'un spectacle. Quel spectacle? Le problème, c'est le rôle que joue le public dans cette affaire, car c'est très simple, le public, il veut se distraire. Et ça, c'est fondamental. Alors il dit, distrayez-moi, faites-moi rire, faites-moi pleurer, faites-moi trembler, mais distrayez-moi à n'importe quel prix. Mais lorsque le scandale éclate, l'Amérique découvre avec horreur que le spectacle était mis en scène comme une fiction. Chaque respiration, chaque hésitation, chaque goutte de sueur était écrite. Et personne ne remarquait rien. Il faut dire que rien n'est plus simple. Qui a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1980 ? Puis-je réfléchir un moment, s'il vous plaît, juste pour vous montrer comment on se concentre, comment on s'éponge le front ? Allez, je me lance. Moi ? Voilà, Quiz Show à partir de demain sur les écrans français. C'est la fin de ce journal. Après la météo de Sophie Davant, une zone pluvieuse traversera la France demain quand Harry rencontre Sally à 20h50 avec Meg Ryan, un film d'actualité sur l'histoire d'amour entre un homme et une femme le jour de la Saint-Valentin. 22h30, ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Minuit pile, le journal de Catherine Sellac. Demain matin, dans Télématin, Gérard Leclerc recevra à 7h50 Charles Millon, le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. À 13h, Daniel Bilalian. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.